Bonsoir à tous, les titres de ce 26 février. Ouverture hier lundi de la première session 2019 du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM. Au menu, des questions financières, budgétaires et opérationnelles, dont le plan stratégique Pays de la Côte d'Ivoire 2019-2023 avec le vice-président ivoirien. Hausse des frais pour les transferts mobile money en Côte d'Ivoire. À l'origine, le cumul des taxes d'un montant de 7,2% sur les commissions des opérateurs contenues dans l'annexe fiscale 2019. L'autorité de régulation monte au créneau et exige l'arrêt immédiat de l'application de ces nouveaux tarifs par les maisons de téléphonie. Et un domaine où les nouvelles sont plutôt bonnes, le programme national d'électrification rurale est sur la bonne voie pour l'atteinte de ses objectifs. Le raccordement au réseau électrique de la totalité des localités comptant plus de 500 habitants d'ici 2030. Et puis au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante donne les premiers chiffres après les élections générales. Des premiers résultats partiels favorables au président sortant Muhammadu Buhari, avec une avance de plus de 236 000 voix devant son principal rival Atiku Abubakar. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Merci de suivre RTI 1, la chaîne qui rassemble. Le président ivoirien a échangé ce mardi avec la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Audrey Azoulay entame une visite officielle de 48 heures à Abidjan. Elle a également visité la fondation Ampateba qui dispose d'une collection de plus de 3000 ouvrages rares. Revenons en son et en images sur cette entrevue accordée par le chef de l'État à la directrice générale de l'UNESCO. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir Mme Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Madame, c'est un bonheur de vous avoir ici et merci pour tout ce que l'UNESCO fait pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais c'est moi qui vous remercie de cet accueil pour ma première visite officielle en tant que directrice générale de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir reçus avec mon équipe. Nous avons évoqué avec le Président les différents aspects de la coopération très riche entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, les questions de patrimoine culturel, les questions d'éducation, bien sûr, nos différentes collaborations pour la paix, pour la recherche de la paix, et tous les sujets d'avenir qui nous rassemblent, au premier rang desquels aussi la défense du système multilatéral et de la coopération internationale. Et on quitte Abidjan pour Rome en Italie. La première session ordinaire du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM s'est ouverte hier lundi. Invité spécial, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Il s'est félicité de la politique gouvernementale ivoirienne en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Chiram Kofi Aboulin. Le Programme alimentaire mondial à la première session ordinaire de son conseil d'administration au titre de l'année 2019. C'est à son siège mondial dans la capitale italienne, Rome, que l'événement a lieu ce lundi 25 février. Outre l'adoption de l'ordre du jour, cette cérémonie est marquée par l'élection du bureau et la nomination du rapporteur, suivie des remarques liminaires du directeur exécutif David Béchelet. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, présent, a saisi l'occasion pour indiquer que la lutte contre la faim et la malnutrition reste l'une des priorités du gouvernement. Il n'a toutefois pas manqué de tirer la sonnette d'alarme sur la question de la sécurité alimentaire. La disponibilité alimentaire, bien qu'elle soit globalement satisfaisante au plan national, elle est soumise à des pertes post-récolte et post-capture variant de 30 à 40%. Dû à de faibles capacités de conservation et de transformation de nos produits. Je pense que pour toute l'Afrique, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur exécutif, c'est un dossier sur lequel le PAM et les autres organisations, FAO et SON, doivent travailler parce qu'il ne serait à rien de produire s'il faut ensuite perdre 30 à 40% parce que la conservation n'est pas assurée comme il faut, de même que la transformation. Conscient de l'enjeu de la sécurité alimentaire et de la sécurité nutritionnelle des populations, le gouvernement ivoirien, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la faim et la malnutrition sa priorité nationale.
je répète, la priorité nationale. Cette vision s'est traduite dans les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020 et à travers les plans sectoriels, notamment le plan national de développement sanitaire, le PNDS, le plan national d'investissement agricole, le PNIA 2, le plan national stratégique de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture, la stratégie nationale de l'alimentation scolaire et la stratégie nationale de protection sociale. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, invité spécial à cette session ordinaire du conseil d'administration du PAM, mais c'est surtout sa casquette de facilitateur pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire qui lui a valu cette invitation. Le nouveau président du conseil d'administration du PAM s'appelle Hicham Mohamed Mustafa Badr, un Égyptien. Il succède à Soltan Kalman de la Hongrie. À Niamey, au Niger, la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la commission climat région s'est ouverte hier lundi. Elle vise la mutualisation des forces afin de trouver des solutions concrètes et pérennes pour préserver les ressources naturelles et garantir le bien-être des populations sur le continent africain. Alexis Ouedraogo. L'Afrique n'est pas responsable de ces dérèglements climatiques. L'Europe, l'Amérique, l'Asie sont les premiers responsables et doivent mener une action urgente et impérieuse pour lutter contre l'effet de serre. Le continent africain représente moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais un peu plus de 65% de sa population est impactée par les conséquences de la pollution. Pour les chefs d'État africains, l'heure est à l'action, des initiatives solidaires pour faire front au dérèglement climatique sur le continent. Nous, les pays africains, avons tous contribué à l'adoption des règles et modalités de mise en œuvre de l'accord de Paris. Maintenant, il faut que se concrétise la mise à disposition de financements par les pays développés, tel que prévu dans le manuel de procédure de l'accord de Paris, adopté lors de la COP24 en Pologne. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de nos territoires, de nos populations, de nos économies. Outre l'apparition de migrants climatiques, l'aménuisement des ressources naturelles, le réchauffement de la planète aura surtout un impact poussé sur l'économie des pays du Sahel. Le changement climatique a un impact sur la disponibilité des ressources. Son impact sur la pauvreté n'est plus à démontrer. On estime qu'il pourrait y faire basculer 100 millions de personnes dans le monde d'ici 2030, alors que la pollution atmosphérique, responsable de 7 millions de décès prématurés par an, entraînera des coûts directs de santé qui atteindraient 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. L'occasion de mobiliser des ressources pour des actions communes. Actuellement, il y a 6 pays de la côte qui sont victimes de l'érosion côtière. Et fort heureusement, des partenaires financiers tels que la Banque mondiale, en accord avec ces 6 pays-là, ont mis en place un programme appelé le WACA, West Africa Coastal Area, pour mener la lutte, pour freiner l'érosion côtière. Imaginez que la Côte d'Ivoire, elle seule, demande un financement. Ce qu'on va donner à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas sûr que ça puisse régler le problème de la Côte d'Ivoire. Et en supposant même que le problème de l'érosion côtière soit réglé au niveau de la Côte d'Ivoire, mais les pays qui sont en amont, s'ils n'ont pas réglé leurs problèmes, alors ces problèmes-là vont se transporter en Côte d'Ivoire, sur notre côte, et nous n'aurons rien fait. Notons que 3 commissions climat ont vu le jour à la faveur de la réunion de Marrakech en marge de la COP22, la commission climat du bassin du Congo, celle des États insulaires et enfin celle de la région du Sahel qui regroupe 18 pays du continent. La Côte d'Ivoire a obtenu la certification pour la commercialisation de son beurre de karité en territoire américain. Une information donnée à la ministre Mariatou Koné en charge de la lutte contre la pauvreté par la toute nouvelle représentante résidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Jean-Luc Mangbo. C'est officiel. Le karité produit en Côte d'Ivoire et tous ses produits dérivés peuvent désormais s'exporter sur le marché américain. Si c'est à la ministre Mariatou Koné, en charge de la lutte contre la pauvreté, que cette nouvelle a été officiellement portée, c'est bien pour ses nombreuses initiatives en faveur de cette certification. C'est un accomplissement
énorme, puisqu'il permet aux femmes de cette filière de faire en sorte que ces produits aient accès au marché extérieur. Il s'agit de l'accompagner. Et je suis confiante, à travers des diverses discussions que j'ai eues, que la Côte d'Ivoire connaît la valeur de renforcer les femmes agricultrices dans les différents piliers. Le professeur Mariatou Koné a notamment initié la formation de 300 femmes issues de 9 coopératives et 8 PME et élaboré en 2018 une feuille de route en vue de la certification du Carité. Elle a également conduit une mission aux États-Unis lors de la 62e session de la Commission de la condition de la femme à New York en mars 2018. Mission sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles rurales dans le cadre de la professionnalisation des filières karité et manioc. Et si le beurre de karité ivoirien fait son entrée sur le marché américain, les poissons et les escargots made in Côte d'Ivoire constituent une véritable attraction sur le stand ivoirien au Salon international de l'agriculture de Paris. Hervé Blé. Salon international de l'agriculture de Paris, après plus de 48 heures de présence assidue, le moment est venu de prendre soin des stars du stand du ministère des Ressources animales et halieutiques. Rien n'est négligé pour permettre aux tilapia et aux silures, les mascottes des ressources halieutiques, de continuer à jouer pleinement leur rôle. Nous sommes en train de siphonner, c'est-à-dire nettoyer les particules solides qui se retrouvent dans le fond de l'aquarium. Ensuite, renouveler l'eau pour permettre aux poissons d'être dans un certain confort. Les eaux troubles peuvent asphyxier les poissons. Pas question de perdre les poissons, tout est mis en œuvre pour leur assurer un certain confort, et cela depuis Abidjan. Il faut mentionner que les poissons sont situés d'une part à Jacquesville et d'autre part à Mopoyem, où se trouvent les stations du ministère. Et donc, à partir de 15 h, nous quittons les villes de la province pour nous retrouver à l'aéroport où nous faisons un dernier contrôle avant l'embarquement. Rendu tiède, l'eau permet aux poissons d'évoluer dans un environnement semblable à celui d'où ils ont été tirés. À l'escargot Achatina, cet autre digne ambassadeur des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, à ce salon, il faut aussi évoluer dans un environnement particulier et l'on y veille. Qui viennent d'où? Côte d'Ivoire. C'est énorme. Hein? Il faut des conditions de température entre 22 et 25 degrés. Donc il y a la lumière qui est utilisée pour pouvoir chauffer l'aquarium. C'est difficile à entretenir. L'eau, la température et puis la nourriture, il est quand même assez aisé de pouvoir le faire si ces trois conditions-là sont réunies. Quand on le voit comme ça, on n'a plus envie de le manger. Hein. Ah bon? Oh. Ça, c'est pas le petit gris, ça, c'est le gros gris. C'est le gros gris. C'est déjà un plaisir que de voir des gens admiratifs. Mâchoirons, tilapia et escargots sont bichonnés. Ce jeudi, ils seront à l'honneur à la journée ivoirienne, prévue en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani. On s'intéresse maintenant au programme national d'électrification rurale ici en Côte d'Ivoire. Il a démarré il y a un peu plus de 3 ans et vise l'électrification de tout village de plus de 500 habitants d'ici fin 2030. Après 250 milliards de francs CFA déjà investis, comment évolue ce programme sur le terrain? Quel est son impact sur le quotidien des populations? Des réponses dans le dossier EcoPlus proposé ce mardi par Jean-Luc Bangbo. Bougou, village situé à 38 km de Kong, dans la région de Tchologo. Bien que doté de nombreux indicateurs de progrès, ce village de plus de 3000 âmes est dépourvu d'électricité. C'est pourtant à Bougou que Mawa, coiffeuse, a choisi de s'installer. Un choix qui ne va pas sans conséquences. C'est le manque de courant qui me fatigue actuellement. Si on a le courant, il y a des modèles, je peux faire ça. Mais actuellement, sans le courant, ça me fatigue beaucoup. Je ne peux rien faire d'autre. Si ce n'est pas les chiens, avec les macoussis. Le peu que je gagne, mais ça ne me suffit pas. Ça n'arrive pas à mes besoins même. Ça me fatigue beaucoup. Mawa n'est pas la seule à Bougou dont l'activité est impactée par l'absence d'électricité. Ce commerçant qui propose dans sa boutique de la boisson fraîche à ses clients
a recours à l'énergie solaire pour contourner cette difficulté, autant que certains habitants de ce village. J'ai payé panneau de 200 000 par 3. Et puis, j'ai payé batterie, batterie pour 160 encore 3. Et puis, il y a un transport que j'ai payé à 140 000. C'est ça, j'ai appelé quelqu'un, il est venu installer pour moi, j'ai travaillé avec ça. Amadou a investi plus d'1 200 000 francs CFA pour la bonne marche de ses affaires. De l'énergie solaire pour le commerce, mais également pour l'usage domestique. En tout cas, il y a 5 ampoules, appareil à la télévision, et puis toujours, on est en train de charger le tout portable du quartier là, c'est ici. S'il est établi qu'elle contribue à réduire la fracture énergétique, l'énergie solaire est un luxe que ne peuvent s'offrir tous les habitants de Bougou, des agriculteurs essentiellement. Le courant est moins cher plus que le soleil. Il y a trop de choses dedans. Toujours, il faut changer de batterie. Les batteries qui coûtent 150, 100 000, des fois, on s'en prend jusqu'à Burkina. Sur les 16 villages que compte la sous-préfecture de Bilimono, dont dépend Bougou, seuls 5 sont électrifiés. Les autres sont en cours d'électrification. À Bougou, notamment, les travaux sont en voie de finalisation. Les poteaux électriques installés sur les grandes artères n'attendent que la mise sous tension. Il n'en fallait pas plus pour que le village entame sa mue. Comme les gens ont vu que le courant venait là, on ne peut pas rester dedans, il faut avoir des magasins, des congélateurs. Tous ces magasins que vous voyez là, il y a des congélateurs qui sont dedans, qui attendent l'arrivée du courant. Ils sont là, tous, ils attendent. Donc quand la haute tension va venir, ils vont brancher. En tout cas, ça sera une grande fête ici. On va inviter tout le monde. C'est ça. On n'en est pas encore là. Et la tombée de la nuit vient rappeler à tous la précarité dans laquelle vit Bougou. C'est à la tombée de la nuit que nous ressentons vraiment l'absence de courant. Moi, qui ne suis qu'un simple cultivateur, en tout cas, si le courant arrive ici, au vu de ma position à proximité de ce poteau électrique, je crois que je serai l'un des premiers à m'abonner. Le vieil homme n'a pas les moyens de s'offrir de l'énergie solaire. Pareil pour cette mère de famille qui est obligée de piler le foutou dans l'obscurité. Dans le noir, c'est vraiment difficile de piler le foutou. Mais on ne peut pas faire autrement car il y a des travaux champêtres à effectuer dans la journée et on n'a que le soir pour préparer le repas. On n'a pas suffisamment d'argent pour l'énergie solaire. S'il y avait l'électricité, les choses seraient beaucoup plus faciles. En tout cas, le courant est beaucoup attendu ici. En attendant la mise sous tension qui viendrait faciliter la vie de ces sujets, le chef Ouattara Bakogoli, lui, peut profiter des programmes de télé grâce à l'énergie solaire. Bougou, avec ses 3335 habitants, devrait dans quelques mois intégrer le cercle des localités électrifiées en Côte d'Ivoire. Un rêve qui se réalise grâce au programme national d'électrification rurale, PRONER, qui vise l'électrification des villages de plus de 500 habitants. Les villageois n'ont rien à payer pour que les villages soient électrifiés. C'est l'État qui décide d'électrifier donc ces localités. Donc tout est à la charge donc, de l'État. Et nous est souvent revenu que des personnes donc, iraient auprès donc, de nos parents dans certains villages et prendraient de l'argent disant que bon, ils vont venir travailler de sorte que le village soit sur un programme. Et je vous le dis clairement, il suffit d'être une localité de Côte d'Ivoire, le village n'a qu'à avoir au moins 500 habitants, 500 et plus. Et systématiquement, il va être inscrit dans un des programmes donc, qui vont nous permettre donc, de finir avec le village d'au moins 500 habitants. 2122 villages ont ainsi pu être électrifiés entre 2012 et 2018 pour un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA, soit presque autant qu'en plus de 50 ans. Au total, ce sont à ce jour 4 934 villages ivoiriens qui ont bénéficié de l'électrification. Mbia, dans la sous-préfecture de Niofoué à Korogo, en fait partie. Mais depuis la mise sous tension du village en novembre 2018, les populations attendent toujours les compteurs qui leur permettront de profiter pleinement de cette électrification. Il y a courant, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de compteur pour le moment à la maison. Donc on prie Dieu pour ne dire pas que le compteur va rester, ce compteur doit venir. Et puis on va prendre le compteur pour mettre dans notre maison. Et puis on va regarder la télé. S'il y a ventilateur à côté aussi, c'est bon. Voilà, c'est pour tout ce qu'on est en train de chercher. S'il n'y a pas compteur,
C'est comme si c'est la lumière seulement qui est sur la route, mais à la maison, il n'y a pas de lumière. Un apparent dysfonctionnement du système qui s'explique. Dès que le volet est mis sous tension, chacun peut aller individuellement faire sa demande de branchement. Maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau programme que le gouvernement a lancé, qu'on appelle le programme électricité pour tous, il est tellement bon que tous nos parents au village attendent que le programme arrive chez eux. Donc ça donne l'impression qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose. Parce que finalement, au lieu de payer 150 000 francs pour être raccordé, on paye tout simplement 1 000 francs et puis le travail est fait. Donc c'est ça qui donne cette impression-là. Sinon, dès que le village est électrifié, on peut aller demander donc un abonnement. L'objectif du gouvernement est d'aboutir à une électrification totale de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. 631 milliards de francs CFA, c'est l'investissement qui est prévu pour l'atteinte de cet objectif. On passerait ainsi d'un taux de couverture de 48% en 2011 à 100% en 2030. Dans le domaine de la téléphonie mobile, la crise se poursuit entre opérateurs, régulateurs et services d'impôts. En cause, le cumul de taxes d'un montant de 7,2% sur les commissions des opérateurs contenu dans l'annexe fiscale 2019. Le marché du mobile money en Côte d'Ivoire connaît donc une augmentation, notamment pour les frais de transfert d'argent. Comment en sommes-nous arrivés là? Cette augmentation est-elle justifiée? Et que fait le régulateur de marché? Chaque connaît. Bonjour. Conformément à l'annexe fiscale 2019, de nouvelles taxes s'appliquent aux transactions. Consultez les nouveaux tarifs. C'est par ces messages via les téléphones portables et les plateformes des réseaux sociaux diffusés le lundi 25 février que les 3 opérateurs de téléphonie mobile ont informé leurs abonnés sur la mesure d'augmentation des frais de transaction. Une hausse pour la moins surprenante pour les consommateurs. Il faut dire que concernant l'augmentation du transfert, là, mais concernant moi, ça ne m'arrange pas. Vu l'évolution de certaines choses-là, c'est trop. Viviane Guesson s'est rendue dans un point d'émission de monnaie électronique. Pour un transfert de 25 000 francs CFA, elle déboursait habituellement 1 100 francs CFA. Mais ce matin, Viviane va devoir ajouter 90 francs CFA sur les frais, soit 1 190 francs CFA. Je trouve qu'il y a un peu trop de taxes dont on ne comprend pas le sens. Que ce soit avec d'autres opérateurs, on a toujours des augmentations de taxes. On ne comprend pas pourquoi, on n'est pas informé. Mais ça ne peut pas continuer éternellement d'imposer, de taxer, on ne sait pas pourquoi. La hausse des tarifs varie d'un opérateur à un autre et d'une tranche à une autre. Un exemple. Pour une tranche comprise entre 1,5 million francs CFA et 1 500 000 francs CFA, les frais s'élèvent à 21 445 francs CFA contre 19 900 francs CFA, soit une hausse de 1 545 francs CFA. Pour les opérateurs, cette augmentation fait suite aux mesures de la nouvelle annexe fiscale 2019 qui applique une série de taxes sur le chiffre d'affaires des entreprises émettrices de monnaie électronique. Ce n'est pas de notre fait. L'annexe fiscale a bel et bien été votée par l'Assemblée nationale, donc ça ne vient pas de nous. C'est en application de principes comptables simples qui veut que lorsqu'une entreprise voit ses charges augmenter, et lorsque ces nouvelles taxes sont notamment des taxes à la consommation, il est clair que cela doit être répliqué sur le prix du bien ou du service produit. Toutefois, les opérateurs précisent être ouverts aux discussions. Du côté de la Direction générale des impôts, une hausse des tarifs ne saurait s'expliquer. L'article 14 de l'annexe fiscale 2019 est venu leur préciser que la commission perçue du fait des opérations de transfert d'argent, cette commission-là entre bel et bien dans le champ d'application de la taxe. Pour prendre un exemple, lorsque vous faites une opération de transfert d'argent à 100 000 francs, la commission de l'opérateur est de 2 100 francs. Vous devez calculer donc l'ensemble de ces taxes-là à un taux cumulé de 7,2% sur les 2 100 francs. Ça fait à peu près 150 francs, qui est demandé à l'opérateur sur la commission. Et donc, c'est la commission de l'opérateur qui est concernée. Le consommateur final n'est nullement concerné par l'opération. Par conséquent, pour le directeur général des impôts, la répercussion de cette taxe sur les consommateurs est illégale. Dans un communiqué, la Direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications a exigé de tous les opérateurs de téléphonie
l'arrêt immédiat de l'application des nouveaux tarifs entrés en vigueur. Bien que sur le terrain cette mesure n'est pas encore applicable, quelques consommateurs saluent la décision. Je tiens à saluer les régulateurs du marché et la DGI. Elle gagnerait plutôt à aller plus loin. Et la question que je voudrais poser, quelles sont les dispositions qu'ils prendront pour nous qui avons effectué des transactions d'hier à aujourd'hui? Notons que dans l'année fiscale 2019, en son article 14, au titre des mesures de rationalisation et de modernisation, des taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie ont été instituées. Il s'agit des taxes de 0,2% pour la promotion de la culture, de 5% sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, et de 2% pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale, soit un total cumulé de 7,2% de taxes. Comment éviter les inondations et autres dégâts occasionnés en saison des pluies? Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité anticipe. La ministre a échangé avec les autorités communales d'Adjamé. Grâce Kando. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, dans les locaux de la mairie d'Adjamé, Anne-Désirée Ouloto, est venue échanger avec les autorités communales en prélude à la saison des pluies. Sites inondables, salubrité, assainissement, installations anarchiques, prolifération de garages anarchiques, autant de questions abordées au cours des échanges. La saison des pluies arrive à grands pas. Adjamé n'échappe pas aux inondations. C'est la raison pour laquelle nous avons également anticipé avec la commune d'Adjamé pour sensibiliser déjà et apporter des mesures correctives à l'effet de faire en sorte que les populations vivent ces saisons des pluies avec un peu plus de quiétude. Donc des initiatives allant dans le sens du curage des caniveaux, de la libération des emprises, etc., seront nécessairement entreprises. Sur le terrain, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons commencé par la sensibilisation de notre population. Et par la suite, nous allons engager des actions allant dans le sens et de l'assainissement et de la salubrité. Avant Adjamé, la ministre Anne-Désirée Ouloto était dans les communes de Koumassi, d'Abobo et de Cocody. Un programme de renforcement des capacités en matière de changement de comportement des points focaux de ces différentes mairies sera mis en place. La jeunesse du Grand Ouest prône la paix. Les jeunes de la région du Tongpi ont initié un grand rassemblement au stade Léon-Robert de Mans afin de sensibiliser autour des idéaux de paix et de cohésion sociale. F. Boué. Stade Léon-Robert de Mans, un public majoritairement jeune, une jeunesse venue des régions du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le Dubois, Osassandra, Nawa, Go, Bafing, Maraoué, San Pedro, Guemont, Cavali et Tongpi. Un rassemblement qui a pour but de sensibiliser l'ensemble de la jeunesse ivoirienne sur les idéaux du civisme, de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Une initiative de la jeunesse du Tongpi. Nous voulons, nous, jeunesse du Grand Ouest, prendre notre part active au développement auprès de ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, parce que sans l'État de Côte d'Ivoire, la jeunesse ne peut pas émerger. On a tous vécu des moments difficiles, mais sans le pardon, rien de concret, rien de solide ne pourra se faire. Il faille qu'on puisse s'entendre main dans la main pour pouvoir avoir une Côte d'Ivoire stable et durable. Une occasion idéale pour les ministres Maria Toukoné et Albert Ouakousoumabri pour exhorter les jeunes à maintenir un climat de paix dans leurs régions respectives et à adopter un comportement citoyen. Chers jeunes, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes en paix. Il faut la tolérance, il faut dialoguer. Il faut bannir la haine, il faut bannir la violence physique, la violence verbale, il faut respecter les institutions. Est-ce que les jeunes de Cross-Ouest sont en train de dire oui à la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeunes du Cross-Ouest sont en train de dire oui à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeunes du Cross-Ouest sont en train de dire qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités? Si vous prenez vos responsabilités, vous inviterez tous les autres jeunes à se joindre à vous.
Une jeunesse unie et prête à relever les défis de développement, l'assurance en a été donnée par l'ensemble des participants à ce grand rassemblement. Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante donne les premiers chiffres après les élections générales. Les scrutins se sont tenus le 23 février dernier après un report d'une semaine. Et le processus de proclamation est lent. Les chiffres se donnent État par État. Et pour le moment, ces premiers résultats partiels sont favorables au président sortant Muhammadu Buhari avec une avance de plus de 236 000 voix devant son principal rival Atiku Abubakar. Et on revient ici en Côte d'Ivoire pour cette information du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale informe l'ensemble des entreprises exerçant sur le territoire national qu'en application des dispositions légales, une vaste opération de vérification de la déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS sera menée par les inspecteurs du travail et des lois sociales et par les contrôleurs d'exploitation de la CNPS. Cette opération de contrôle va débuter le mercredi 27 février 2019. Et retrouvez tout à l'heure sur RTI 1. RTI 1 reçoit à 20h50 après ce journal télévisé. Le thème, intensification et élargissement de la couverture maladie universelle et acquis des secteurs de l'emploi et de la protection sociale. Invité, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abinan. C'est en direct sur RTI 1 à 20h50. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23h sur RTI 1. Bonsoir à tous.